Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en ce vendredi matin. C'est incroyable. Voilà, on est déjà complet et full. Autant vous dire que c'est vraiment une grande joie de vous voir toutes et tous avec nous un vendredi matin à 9h15 alors que vous auriez pu dormir. Et que vous allez passer 1 heure avec nous pour parler des vaisseaux générationnels, dans ce vaisseau générationnel qu'est la Cité des Congrès de Nantes. Vous avez compris, on va partir un petit peu dans l'espace aujourd'hui pour tisser un petit peu cette table ronde. Et à mes côtés, donc, j'ai 3 intervenants. Roland Loucq, le président de l'association des Utopiales. Vous le connaissez, astrophysicien au CEA, vulgarisateur également. Vous avez peut-être suivi la leçon du président mercredi soir, c'était totalement passionnant. À mes côtés, Romain Lucaso, vous avez sans doute lu Latium, c'était en 2016. La nuit du faune, date de 2021 et vient de sortir le roman La vallée de Carnage, ainsi qu'un recueil de poésie. Langage machine qui est sorti chez Verso exactement au même moment. Et puis nous avons avec nous Adrian Tchaikovsky, auteur de nombreux romans. On va beaucoup s'intéresser à Dans la toile du temps qui a obtenu le prix Arthur C. Clarke, c'était en 2016, mais pour signaler la dernière parution, je voudrais évidemment évoquer le dernier des aînés, c'est chez Le Bélial. Voilà, alors et simplement pour celles et ceux d'entre vous qui ne parlent pas anglais, il y a des petits boîtiers, vous connaissez le principe, pour pouvoir avoir la transcription, la traduction des propos d'Adrian grâce à nos interprètes là-bas qui font toujours un super boulot. Alors, j'ai regardé un petit peu le vaisseau générationnel. L'idée, c'est que c'est un vaisseau énorme dans lequel on va parcourir l'espace pendant, alors plutôt à une vitesse réduite, ce qui inclut d'y aller longtemps, pendant des siècles, pendant des millénaires. Et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut survivre dans tout ça. C'est un concept qui n'est pas neuf, puisqu'il date de 1929, la première occurrence. Je n'ai pas beaucoup cherché, c'est Wikipédia, mais la première occurrence, c'est un auteur qui s'appelle John Bernan. Donc voilà. Ça veut dire que l'idée quand même de traverser l'espace sur des grands vaisseaux pendant des siècles et des siècles n'est pas tout à fait toute neuve. Je voudrais qu'on pose un petit peu les bases pour cette conférence. Alors peut-être avec toi, Roland, que tu nous donnes un peu les aspects techniques du voyage stellaire et de ces grandes arches spatiales. Alors c'est vrai que le voyage entre les étoiles, c'est un voyage long, parce que les distances à franchir sont considérables. Dans notre voisinage, au voisinage du système solaire, l'étoile la plus proche est à un peu plus de 4 années-lumière, c'est-à-dire que la lumière met 4 années, un peu plus de 4 années pour franchir la distance qui nous en sépare. L'étoile, la lumière de cette étoile met un peu plus de 4 années pour nous parvenir, à une vitesse très considérable qui est de 300 000 km par seconde. Alors ça dit quand même pas grand-chose, malgré tout, comme ça, mais on peut comparer à la durée que met la lumière pour nous parvenir de la Lune, la lumière que la Lune reçoit du Soleil qui est diffusée par sa surface et qui nous parvient, un peu plus de 1 seconde, la Lune est à un peu plus de 1 seconde lumière, le Soleil c'est à 500 secondes lumière, la lumière du Soleil met 500 secondes pour nous parvenir, et donc l'étoile la plus proche après le Soleil c'est un peu plus de 4 années. Donc là, ça donne déjà une meilleure idée. Si Romain est mon Soleil et que je suis la Terre, 1 mètre, l'étoile suivante, elle est à 272 km d'ici. D'accord ? Donc, vous voyez, la Terre, le Soleil. Adrien, ça sera la Terre, Mars. Et donc le reste à 272 km. Donc voilà, ça donne une idée des distances considérables à franchir. Et si on les franchit à des vitesses qu'on va exprimer donc en fraction de la vitesse de la lumière, si on les franchit par exemple à la vitesse de la lumière ou à peu près à la vitesse de la lumière, il faut à peu près 4 ans pour aller à l'étoile la plus proche. Mais si cette fois-ci on est, mettons, à 1% de la vitesse de la lumière, ce qui fait une vitesse déjà assez considérable de 3000 km par seconde, c'est très en dehors de ce que nous savons faire actuellement. Les vaisseaux les plus rapides qu'on a su faire, ils sont plutôt à 20 000 fois plus lents que la lumière. Et bien même si on est 1% de la vitesse de la lumière, il faut 400 ans pour atteindre cette étoile. Sans tenir compte des détails qu'il faut accélérer à cette vitesse et puis décélérer, ce qui rallonge un peu la durée du trajet. Mais tout de suite, dès qu'on a des vitesses qui sont déjà assez modestes au regard de celles de la lumière, mais très considérables au regard de ce que nous savons faire réellement actuellement, c'est déjà des durées de voyage extraordinaires. Et sur la construction de ces immenses vaisseaux, je me souviens d'une conférence où on nous expliquait comment faire un vaisseau à partir d'une météorite, etc. Ça veut dire qu'il faut quelle taille de vaisseau pour voyager aussi longtemps et aussi loin ?
Eh bien, quand on voyage longtemps, il faut une terre en miniature, il faut quelque chose qui permette aux humains qui sont dans le vaisseau de survivre pendant cette très longue durée de voyage. Et il leur faut tout un tas de choses. Alors on pourrait dire que ça pourrait être un vaisseau très technique, très métallique. On pourrait imaginer, c'est déjà fait dans un certain nombre d'œuvres, qu'on les endort et puis on les réveille au bout de quelques siècles. C'est une sorte de facilité. Mais s'ils doivent vivre réellement ces générations, d'où le nom de vaisseau générationnel, en fait, ceux qui partent ne sont pas ceux qui arrivent. Il va falloir se reproduire pendant le voyage, parce que les humains ont une durée de vie qui va être plus courte que la durée du voyage. Donc ça pose immédiatement des tas de problèmes. Et en fait, on met le doigt tout de suite dans un engrenage infernal où il y a, au-delà des questions techniques qui sont intéressantes, quelle taille de vaisseau on fait pour qu'on puisse faire pousser des plantes, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on s'organise. Enfin, il y a tout un tas d'autres questions qui sont d'ordre politique, social, de relations humaines et de plein de questions qui se posent à propos d'un voyage d'une aussi longue durée. Donc c'est ça qui est intéressant. Finalement, on réalise aussi que peut-être c'est une sorte de terre en miniature. Souvent on compare la Terre à un vaisseau spatial parce qu'on est dessus et on n'en sort pas vraiment facilement et puis on se déplace dans l'espace. Enfin, en même temps on fait des ronds autour du Soleil. En fait, le Soleil se déplace, donc on fait plutôt des hélices autour du Soleil. Le Soleil se déplace dans la galaxie, mais au final on ne va pas où on veut. Mais c'est la Terre en miniature, donc avec tout comment fonctionne la Terre et comment on fait pour pas s'étriper dans une Terre en miniature, ce qui est déjà compliqué sur la Terre qui est grande. Donc là, comment on fait? Donc ça pose immédiatement sous la loupe, et c'est un peu ça aussi le propre de la science-fiction, ça met sous la loupe toutes les questions qui se posent déjà sur notre planète. Adrien, dans la toile du temps, pardon, vous avez le Gilgamesh. Alors le Gilgamesh, c'est un vaisseau immense qui transporte des colons. Voilà, ça implique aussi, c'est pas tout à fait une équipe scientifique, c'est d'autres considérations. Comment vous l'avez construit? Parlez-nous un petit peu de ce Gilgamesh. Comment vous le voyez? I mean, mostly I cheated a great deal, I think, because I'm not in any way a spaceship designer. I mean, in the Gilgamesh, everyone is supposed to be asleep for the journey. So in this case, yes, the people who get on board on Earth are theoretically the people that get off, but of course nothing goes necessarily according to plan, and they have to wake up a lot of people, and then you do end up with generations of people living on the ship because they're trying to fix all the places where the people are supposed to be asleep, and then you have the added difficulty that it's a ship that isn't in any way intended for that kind of long-term habitation. An actual generation ship is really very hard. I mean, I slightly hand wave. I've got mechanisms for how you get gravity, so there are big rotational sections and so forth like that. And gravity is one of the real hard lines. We are not particularly adapted to live without sort of constant gravitic force. We found that you have a lot of bone and eye and other problems just being in Earth orbit for any length of time. You would have, I mean, one of the things that people are talking about, if we ever go to Mars, you would get things like colossal seasonal affective disorder because we're used to having a sun. There are a vast number of just psychological problems, even before you get to sort of how you're organising your society, where there are probably dozens of problems like that we haven't even considered because we take so many things for granted being on Earth. Oui, ça demande de penser véritablement un petit peu les choses. Vous dites que c'est un vaisseau dans lequel on dort, donc concrètement, donnez-nous une vision. Il y a des grands endroits avec plein de gens dans les caissons et votre héros va être réveillé au fur et à mesure. Si ce n'est un environnement hostile ou un environnement agréable quand il se réveille? So what you get throughout Children of Time is there's the rhythm of the human parts of the book there's one particular human character and he's woken up fairly intermittently because he's the classicist, he's the expert on sort of the older human civilization that built the worlds they think they're traveling to. And every time he wakes up, it's worse. There are more things that are broken. There are more sort of aberrations that have happened with the society of people that's evolving organically on the ship. So it's intended to be this very kind of clinical, efficient, almost sort of sterile environment that
the way we think of as on a spaceship. It's a bit, if you think 2001 with all the white walls and all of that kind of thing. And by the end of the book, he's waking up and there are just entire sort of shanty towns of displaced colonists living in the corridors and all, and bizarre religions are springing up, and it gets worse and worse and worse every time. Romain, est-ce que tu peux nous parler de Latium? Alors, toi, tu as des IA, pas des humains, mais pas tout à fait les IA tels qu'on les imagine aujourd'hui. Ton vaisseau, il fait 40 km de longueur. Comment tu pourrais nous le décrire, nous le présenter? Alors, donc moi, quand je fais de la science-fiction, je fais semblant de faire de la science-fiction. Mes vaisseaux spatiaux sont complètement irréalistes, fondés sur des descriptions scientifiques qui ont vaguement l'air pertinentes, mais en fait, c'est un mensonge littéraire. C'est mon principe d'écriture. Donc tout ce qu'il y a dans la SIAM en termes de description de vaisseaux spatiaux est fait pour ne pas tenir debout à une lecture approfondie. J'ai reçu des lettres d'insultes de lecteurs issus de la science-fiction pour ça. Donc, ils font les calculs et ils disent mais en fait ce calcul est trompeur, vous nous avez trompé. Bah oui, ça s'appelle le mensonge littéraire. Et donc, alors plus précisément dans la SIAM, donc je décris toute une civilisation d'intelligence artificielle après la mort de l'humanité, donc il n'y a aucun personnage humain. Et chacune de ces intelligences artificielles s'est progressivement métamorphosée en un vaisseau spatial. Donc ça fait des vaisseaux spatiaux effectivement gigantesques, qui sont exactement le miroir inversé d'un vaisseau générationnel. Il n'y a pas d'humain dedans, voilà, et ils vivent pour l'éternité. Alors que vous allez tous mourir. Vous voyez, c'est la différence entre vous et ces intelligences artificielles qui sont d'une certaine façon quasi divines. Et en fait, ce que j'essaye de travailler là-dedans, c'est 2-3 choses. Mais qui s'appliquent extrêmement bien au vaisseau générationnel, et c'est des choses qui ont trait à ce qu'on pourrait appeler des métaphores de la science-fiction. La première, c'est le fait que ces grands vaisseaux spatiaux ou des vaisseaux générationnels, ça marche un peu de ce point de vue-là de la même façon, c'est des métaphores où à travers un lieu, on explore le temps. Voyez, c'est des concrétisations dans un lieu d'un temps extrêmement long, celui du voyage spatial. Et ce temps-là, il est inabordable pour l'esprit humain si je ne vous le rends pas concret à travers un lieu spécifique. Vous voyez, il faut que quelque chose reste dans le récit continu, de manière à ce que vous puissiez visualiser, vous lecteurs, l'aspect gigantesque de ce qu'est un déplacement dans l'espace. Parce que c'est incommensurable avec n'importe quel déplacement qu'on peut connaître à nos échelles terrestres, quoi. Bon, donc ça, c'est un premier élément de métaphore. Je plaque l'infinité du temps sur la dimension fermée d'un lieu, et la description de ce lieu, de ce qui se passe dans ce lieu, me permet de visualiser la dimension gigantesque du temps. Et donc le vaisseau générationnel, il permet ça, parce qu'il permet à travers la description de l'écoulement des générations, la déformation de la société, pour le lecteur de visualiser. Parce que si vous y pensez, les quelques milliers d'années qu'il vous faut à une fraction de la vitesse de la lumière pour aller de ce bras-ci de la galaxie à un autre bout de la galaxie, en fait, c'est quelques milliers d'années ou quelques dizaines de milliers d'années. Le palais des congrès de Nantes, il n'existe pas, mais Nantes, ça n'existait pas, et puis les Gaulois, ils n'existaient pas, quoi. Donc c'est des échelles de temps comme ça. Quand on regarde l'humanité, on visualise. Donc on injecte effectivement un lieu, des humains dedans. Deuxième métaphore, souvent, et alors c'est plus le cas pour les vaisseaux générationnels que pour ce que moi j'explore, parce que moi ça m'intéressait pas, c'est pour ça que j'ai liquidé dans mon roman première page, il n'y a plus d'humains. Et ça je pense que c'est important. Un vaisseau générationnel, c'est un artefact technologique, c'est pour ça que c'est de la science-fiction, mais c'est avant tout une métaphore sociale. Ça nous permet d'explorer, de faire une expérience de pensée, ce qui est classique dans la science-fiction, une expérience de pensée pour essayer de comprendre ce qu'est une société. Et donc pour comprendre ce qu'est une société, en fait, vous allez prendre des conditions qui sont des conditions impossibles à faire dans notre monde réel. Nous, on vit dans un monde où les sociétés, elles sont multiples, changeantes, agrégées, désagrégées, il y en a plein, voilà. Les civilisations sont pas vraiment les unes à côté des autres, mais en interpénétration constante. Donc vous savez pas où ça commence, vous savez pas où ça s'arrête, voilà, etc. Là, vous êtes dans un cadre complètement clos, et donc vous pouvez explorer comme si vous mettiez des rats dans un... Ah, c'est un classique de la science-fiction aussi, hein. Remplacer les rats par des humains. Vous mettez des rats dans une boîte en plexiglas et vous regardez ce que ça donne. Et donc vous pouvez décrire un certain nombre de choses, les rendre visibles, et ça c'est ça le caractère puissant de la science-fiction, et rendre visible un certain nombre de phénomènes sociaux que dans le maquis de l'histoire du monde réel, vous ne pouvez pas voir. Vous voyez, c'est une loupe. C'est une loupe, et ça vous permet de rendre pures des choses qui apparaissent dans l'expérience comme impures. Et donc,
Voilà, dans le roman de Monsieur, il y a effectivement toute la folie de l'émergence de nouvelles religiosités, de tensions sociales, de conflits, etc. Et on se pose la question quand on lit ce genre de roman, hein, c'est le cas aussi dans les romans de Peter Watts qui sont incroyables. Voilà. Quel est le degré de violence? Moi, c'est un sujet que j'adore. Quel est le degré de violence? Quel est le degré de mal qu'il y a dans l'âme humaine, dans nos sociétés collectivement, et qu'on voit là de façon pure dans la déformation que crée cette situation-là. Puis il y a une troisième métaphore, alors pour le coup, qui moi m'intéresse beaucoup, qui est très narcissique, mais qui est très classique en littérature, qui est celle du pouvoir démiurgique. Donc mes intelligences artificielles, elles fabriquent des gigantesques vaisseaux spatiaux qui sont tellement grands que c'est des petits mondes. Et d'ailleurs, un vaisseau générationnel, ça doit être un petit monde, ça doit être une petite Terre. Donc il faut des paysages différents, il faut des lieux. Alors moi j'invente effectivement des vaisseaux 40 km de long, il y a des soutes remplies de flotte, il y a tellement d'eau que vous pouvez avoir des petites tempêtes dans des soutes qui sont tellement grandes que vous pouvez voguer dedans voilà, sur un bateau, enfin, vous pouvez ramer pendant très longtemps pour aller d'une île à l'autre. Voilà, il y a des effets de gravité inversés, vous changez de salle, vous n'êtes pas dans le même système de gravité, vous avez voilà, tout un blabla bullshit technologique, je justifie tout a l'air justifié, mais comme dans les archives du Parti communiste soviétique dans les années 20, quoi. Ouais, voilà. Et ça permet de créer un monde à la fois clos et merveilleux. Voyez, et ce monde clos et merveilleux, dont mes personnages sont les démiurges, c'est une métaphore de ce qu'est le roman. Et il y a un truc comme ça, très littéraire. C'est une métaphore très littéraire, le vaisseau spatial ou le vaisseau générationnel en science-fiction. Parce que c'est le petit monde que des personnages dans le roman ont construit, donc dans la diégèse, dans le récit, voilà, qui est exactement la même chose que le petit monde que l'auteur vous offre. Vous voyez, dans tout roman, pas seulement dans les romans de science-fiction. Parce que j'écris un roman, je construis un petit monde, même si ça a l'air d'être votre monde. Il n'y a pas de roman réaliste. Et ça illustre un certain nombre de choses sur ce qu'est effectivement la puissance de création, voilà, pure quand elle est faite par des dieux, donc des vrais dieux ou des intelligences artificielles, etc. Imaginaire quand elle est faite par des humains qui n'ont pas de pouvoir de création propre, mais seulement un pouvoir de combinaison. Et donc du coup, cette thématique-là, elle traverse toute la littérature. Vous la trouvez dans la poésie espagnole du siècle d'or, quand on décrit voilà, des petits cosmos enfermés, des petits locus amoenus, avec des bergers, des bergères qui se font des trucs, voilà. Mais vous le trouvez dans le roman réaliste, vous le trouvez dans le roman surréaliste, etc. Et c'est vraiment un aspect important aussi. Voilà, le vaisseau spatial gigantesque, lieu artificiel, mais en même temps tellement grand qu'il en devient un lieu naturel, rempli de merveilles, rempli de prodiges. C'est une métaphore de ce qu'est l'acte créatif. Voilà. Adrien, je voudrais vous faire... Alors, Roland, tu voulais réagir? Oui, c'est sur la question que soulevait Romain du petit monde et de ce que disait aussi Adrien tout à l'heure sur il y a des choses qui sont garanties, enfin qu'on tient pour garanties sans même se rendre compte qu'on les tient pour garanties quand on est sur Terre. Effectivement, quand on a un monde clos qui peut être immense, un immense vaisseau génération, même des dizaines de kilomètres de taille, où on a vraiment l'impression d'être dans un monde qu'on va parcourir, même si on devait se déplacer à pied ou avec des petits systèmes de transport interne, ça prend du temps. Ça reste un monde fini, mais vraiment dont on touche les murs en fait très rapidement. En fait, sur Terre, l'humanité, elle a mis du temps à toucher les limites de la planète. Là, elle les plus que les touche, elle les dépasse, elle les franchit allègrement et avec les conséquences environnementales que maintenant la plupart des gens connaissent. Donc, on est dans cette situation-là où très vite on arrive au bord. Et quand on arrive au bord, se posent des tas de questions. Donc, à la fois, c'est un temps long, c'est-à-dire ça va prendre du temps pour faire le voyage, mais comme on arrive vite au bord, il n'y a pas tellement d'alternatives. S'il y a des décisions, s'il y a des groupes humains qui se détestent, et il n'y en a pas un qui peut dire bon, ben, je m'en vais ailleurs et puis salut les nuls, je vais faire mon plan ailleurs. Là, c'est pas possible. Il n'y a pas vraiment d'ailleurs ou pas si loin que ça, à seulement quelques kilomètres. Et donc, ça accélère aussi le temps. Et donc, c'est ce dont parlait Romain. Ça accélère la temporalité de l'évolution des sociétés humaines à l'intérieur qui vont se mettre à diverger éventuellement, c'est souvent le cas, beaucoup plus vite que ça ne se produirait sur Terre. Plutôt sur Terre, comment dire, avec une durée typiquement historique, donc ça peut être des fois très rapide, mais typiquement des siècles pour qu'on ait après un grand recul sur tout ça. Et là, ça prend beaucoup moins de temps. C'est en moins d'une génération, il s'est déjà passé des choses, et en 2-3 générations, c'est totalement autre chose. Donc c'est à la fois un temps long pour le voyage, mais qui accélère le temps des sociétés humaines, des groupes humains qui sont à l'intérieur, parce que les murs sont tout de suite là. On sent, même si c'est grand, on les sent tout de suite. Adrien, est-ce que je vous voyais pas mal réagir à ce que disait Romain sur le vaisseau en tant que métaphore, en tant que laboratoire aussi d'expérience sociétale? Comment est-ce que vous voyez ça? Yes, I mean, it's a pressure cooker,
just as you were saying, it provides a lot of very unnatural parameters. One of the ones that really fascinates me is the fact that, let's say you've got a journey that's going to take 10 generations to get to your destination. You have 8 generations in the middle there where you're going to have this peculiar psychological knowledge that nothing you do really matters. The only purpose of your entire life and everyone you know and your children and your grandchildren is going to be to continue to maintain everything so that it's all working. And you have to do that because if you stop maintaining it, everyone is going to die. But other than that, other than the fact of you passing the torch on to your own children, the next generation, literally nothing you do matters. None of your aspirations are remotely important. And I think that will be profoundly psychologically traumatic. I think that you would probably get some very, very weird sort of beliefs and coping strategies arising just purely because your entire life is part of a machine at that point. Ça implique une forme de contrôle social sur ces 8 générations qui sont à l'intérieur pour les maintenir, pour éviter une révolution qui ferait tout casser. Yes, so on the one hand, you would have to have some very tight controls because a generation ship is going to be an incredibly complex machine, and the moment parts of it stop working because people aren't doing their job, everything will fall apart. But on the other hand, in doing that, it would be a profoundly oppressive place to live. You would have neither freedom nor really the feeling of any kind of significance of anything you did. Du coup, est-ce qu'une bonne solution, ça peut être la cryogénisation, en tout cas le sommeil global? On endort un petit peu tous les gens qui sont à l'intérieur, comme ça, du coup, hormis quelques techniciens ou quelques manips techniques, on est relativement tranquille. C'est ce que vous mettez, vous, en place? Yes, I mean, and I think scientifically I rather hand-wave it, and I don't think it's anywhere near as easy as I'm talking about. And I've in later books I've experimented with various other I guess levels of freezing, because I think just unless we start importing sort of tardigrade genetics wholesale into the human genome, it's not going to be as easy as I'm making out. It may not be possible at all. I mean, this is the difficulty. I don't think the human body is necessarily as elastic as that would require. C'est sûr que mettre les humains en hibernation, quoi que ça veut dire, les cryogénisant, comme donc là on les gèle. Alors après on ne sait pas dégeler un corps vivant. Enfin un corps vivant qu'on congèle, si on le congèle vivant, et on le tue quoi. Parce que quand on le dégèle, il est mort. C'est tout bête, hein, l'eau des cellules va geler évidemment, et elle va prendre plus de place que quand elle était liquide, et elle va briser les parois cellulaires. Et c'est pour ça que quand vous décongelez un morceau de viande, il y a plein de jus rouge qui coule, c'est juste les parois cellulaires brisées et toute l'eau intracellulaire qui coule dans votre assiette. Donc voilà, congeler un être vivant, c'est le tuer, hein, s'il est vivant au moment où vous le congelez. C'est pour ça d'ailleurs que les riches américains qui ont l'espoir de revivre en se faisant cryogéniser sont quand même malins, ils attendent d'être morts pour se faire cryogéniser. Donc il faut non seulement réparer la maladie dont ils souffraient ou le mal dont ils souffraient avant de décéder, mais il faut aussi les régénérer. Donc ça sera peut-être un clone, enfin bref. Ça c'est un autre délire de leur part. Et après, il y a la question de l'hibernation. Alors là, c'est pas on refroidit le corps, on le ralentit au point que ses besoins métaboliques sont très réduits, ce qui permet effectivement dans le principe en tout cas, de fournir moins d'énergie à ce corps, de nourriture, etc. et de le maintenir vivant longtemps, mais ça pose plein d'autres questions. On ne sait pas faire d'hibernation artificielle. Il y a des animaux qui hibernent, mais qui sont adaptés à notre monde et qui sont dans des conditions particulières pour hiberner. On ne sait pas reproduire ça artificiellement. Alors on voit dans le film Avatar, c'est pas un vaisseau génération, dans Avatar, le Venture Star, il va de notre planète à Pandora, qui est dans le système d'Alpha du Centaure. Il met dans le film, on nous dit un peu moins de 6 ans, 59 mois et 22 jours. Et pourtant, les personnages sont en stase, ils dorment pendant ce voyage. Ils sont même en cryo, ils disent dans le film. Donc on a l'impression qu'ils ont été refroidis. Bon, en tout cas, ils dorment et puis on les réveille.
Et ça peut effectivement poser des tas de problèmes, parce que simplement, si vous restez allongé, essayez de rester allongé ne serait-ce qu'une quinzaine de jours, allongé sur votre lit sans jamais bouger, vous aurez des problèmes, hein. Ça va être embêtant. Et il y a des expériences qui sont faites précisément, par exemple au CNES, en médecine spatiale, où on met des gens allongés, alors on les met allongés légèrement inclinés, la tête vers le bas, pour simuler le fait que le sang ira plus dans la tête quand on est en impesanteur, pour essayer de simuler certaines conditions. Et c'est des choses sous contrôle médical particulier. Et ça pose plein de questions médicales, d'être simplement allongé et éventuellement endormi. Si on vous maintient endormi, les machines doivent fonctionner, il ne faut pas que ça tombe en panne, enfin, etc. Donc il y a un peu aussi ce fantasme. On voit dans Passenger, il y a un film qui s'appelle Passenger, où il y a 5000 colons qui sont... alors ça peut être transformé sous forme d'embryon. Alors là, cette fois-ci, ça a l'air plus simple, parce qu'on sait geler des gamètes, et pas des embryons, mais on sait geler des gamètes et après éventuellement relancer... mais il faut... les utérus artificiels, ça suppose évidemment à chaque fois une énormité technique. Si ce n'est pas le vaisseau et les humains qui vivent dedans pendant des générations, c'est toute la machinerie pour que ces humains endormis ne meurent pas, ou si on transporte sous forme d'embryon ou de gamètes, pour relancer la population, alors qu'il n'y a pas de population, il y a juste les gamètes. Donc il faut toute la structure pour que les embryons puissent évoluer et naître. Romain, dans l'Atium, dans les premières pages, c'est le réveil du vaisseau. Ça veut dire qu'il y a eu, en tout cas, une mise en veille. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons, ou est-ce que c'est simplement pour des économies d'énergie et pour qu'on puisse redécouvrir aussi le vaisseau, nous, en tant que lecteurs, à travers ça ? C'est pour montrer la différence entre ce qu'est le statut d'une intelligence artificielle, qui est une sorte de créature quasi divine et immortelle, et effectivement un humain. C'est-à-dire que le réveil de l'intelligence artificielle dans l'Atium, j'ai tué énormément de lecteurs dans ces 100 premières pages. Un lecteur sur 2 n'est pas revenu. Parce que j'ai raconté pendant 100 pages le réveil de l'intelligence artificielle. C'est mon premier roman, j'avais envie de... Voilà. Et j'avais envie de faire un petit truc comme ça. Et donc, et donc, il y a une centaine de pages pendant lesquelles, effectivement, l'intelligence artificielle se réveille. Mais c'est un processus complexe qui... alors, c'est inspiré d'un philosophe allemand que j'aime beaucoup, qui est Leibniz. Le passage, si vous voulez, le passage de l'extinction matérielle à l'existence d'un humain, c'est un processus biologique progressif. Donc, vous ne passez pas du non-être à l'être. Vous êtes endormi, certaines fonctions sont en train de faire autre chose, d'ailleurs elles ne sont même pas éteintes, et puis vous changez un certain nombre de fonctions, et puis il y a plus d'activité. Quand il s'agit d'un dieu, ou quand il s'agit d'une intelligence artificielle, enfin n'importe quelle créature de ce type-là, vous avez un acte de génération. Vous voyez, on passe du néant au quelque chose. Et donc c'est effectivement quelque chose qui est inimaginable, parce que ça n'arrive jamais en vrai. Enfin, je veux dire, on est tous issus... de nos parents, de la recombinaison d'atomes, d'un tas de choses. Et là, vous avez une espèce d'épiphanie quasi divine avec l'apparition d'une intelligence artificielle qui va, du coup, créer de la vie là où il n'y en avait pas. Et c'est une vie artificielle. Voilà. Et c'est une vie organisée, complexe, qui se démultiplie. Donc, chacun des vaisseaux spatiaux que je décris a une vie psychique complètement différente. Et l'Atium, c'est une sorte d'exploration C'est une sorte d'exploration de tout le tableau clinique des névroses et des problèmes psychiatriques des intelligences artificielles dans l'espace après la mort de l'humanité, si ça intéresse des psychiatres du futur. Et le personnage principal est atteint par une espèce de démultiplication à l'infini et fractale de lui-même. Et donc chaque petite partie du vaisseau spatial est gérée par une version mini de lui-même, qui du coup se déploient comme ça, et qui, en fin de compte, peuvent même rentrer en guerre les unes avec les autres, et provoquer l'effondrement du vaisseau spatial. Je voudrais juste revenir sur un point que j'ai trouvé extrêmement intéressant tout à l'heure, sur la question des 8 générations, entre la première génération qui part dans le vaisseau spatial et la dernière génération qui arrive. Il faut bien avoir en tête que ça nous semble difficile, parce que nous baignons depuis un certain nombre de siècles dans une conception du temps qui est une conception fondée sur la notion de progrès. Et c'est une invention. C'est-à-dire qu'on a l'idée qu'il faut qu'il se passe des choses positives, ou il devrait se passer des choses positives, ou quand il ne se passe pas des choses positives, c'est un scandale, d'une génération à l'autre. Et donc on progresse.
Voilà. Et qu'on progresse donc, c'est-à-dire on va d'un état moins bon à un état meilleur. Donc c'est ça notre grand récit historique. D'ailleurs, moi, dans mes romans, souvent, je raconte des mondes qui sont fondés sur des linéarités différentes, qui sont statiques. Parce que la plus grande partie de l'humanité, manifestement, en tout cas c'était clair dans l'Antiquité, ne vivait pas dans un monde culturel qui se disait l'histoire est un flux linéaire qui va du moins bon au meilleur. Vous avez plein de conceptions de l'histoire, et la plus grande partie de l'humanité a baigné là-dedans, dans lesquelles, exactement comme les générations que vous décrivez, le sujet, c'est juste de faire la même chose que la génération d'avant, ou c'est d'être à un moment d'un cycle où on va revenir au point de départ. Et c'est quelque chose qui est très prégnant dans beaucoup de civilisations passées non occidentales. Il n'y a plus personne sur Terre, qu'on soit occidental ou pas, voilà, tout le monde a été contaminé par la notion de progrès inventée en gros à la fin du Moyen-Âge. On est tous foutus de ce point de vue-là. Mais ça n'a pas été le cas historiquement. Et en fait, c'est ça qui est vachement aussi intéressant dans toutes ces descriptions de l'espace, c'est que ça nous permet de reproduire, ça nous permet de décrire des effets de temporalité et des effets de temporalité sur des civilisations qui sont des choses qui sont effectivement aux antipodes de la manière dont nous pensons notre inscription dans le temps. Voilà. Et ça se voit aussi, ça, sur un phénomène qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, qui est la relation entre le vaisseau générationnel ou le vaisseau qui est porté à une fraction de la vitesse de la lumière et l'extérieur. Vous voyez, quel que soit l'artifice science-fictif qu'on utilise, que ce soit la dilatation temporelle, la cryogénie, etc., vous avez plein de romans de science-fiction qui sont fondés sur cette idée que je rentre dans un vaisseau spatial, je suis congelé, où le temps subjectif ralentit, tout ce que vous voulez, et où le monde va changer de manière significative pendant ce temps-là. Et où donc le monde dans lequel je reviendrai, c'est aussi le principe de la planète des singes. Hein. Premier film, voilà, ils partent dans l'espace, ils reviennent, et puis voilà. Bon, mais le maître là-dedans, c'est Reynolds dans la série des Inhibiteurs. C'est absolument génial pour ça. Il passe son temps à décrire des situations où vous montez dans un vaisseau spatial, on vous congèle, ça dure un temps infini, vous arrivez à votre destination, sauf qu'entre-temps, il s'est passé tellement de temps que la civilisation que vous voulez rejoindre, elle s'est effondrée. Bah, c'est ballot, hein. Voilà, vous pensiez aller en vacances, voilà, mais entre-temps, c'est devenu un enfer. Bon. Et ça illustre bien effectivement ça rend visible, c'est ça qui est génial, c'est vraiment le propre de la science-fiction, ça rend visible des échelles de temps et des dimensions qu'on n'est pas capable de nous représenter autrement que par le truchement du récit, parce que c'est inatteignable intellectuellement. Qui veut réagir, Roland ? Oui, je voulais réagir sur quand Romain nous dit que les 100 premières pages de l'Asium ont été sans concession pour le lectorat. Ça m'a évoqué un autre roman, alors du coup pas du tout de Vaisseau Génération, dans le premier chapitre de Diaspora, Orphanogénèse, de Greg Egan. Pareil, c'est sans concession. Si on survit au chapitre, alors c'est bon, on est mûr, on peut lire toute la suite et ça va bien se passer, mais il y a une sorte de barrière de potentiel, comme on dit en physique, pour le mur au début. Et puis pour la question du réveil, ça c'est intéressant parce que ça m'intéresse moi comme astrophysicien, alors pas comme astrophysicien qui s'occupe d'engins spatiaux, mais comme membre d'un laboratoire d'astrophysique spatiale. Et où il y a des machines qui sont envoyées dans l'espace, éventuellement pour des voyages assez lointains, des sondes interplanétaires par exemple, ou des même moins lointains, c'est peut-être des télescopes qui sont envoyés par une fusée, mis en orbite quelque part, éventuellement comme le télescope spatial James Webb à 1 500 000 km de la Terre, donc c'est pas en orbite proche de la Terre. Ils sont envoyés éteints, évidemment, et configurés dans une position qui les rend propres au transport au lieu de leur fonction. Et là, il y a un moment où ils se réveillent, entre guillemets, il faut appuyer sur les boutons sur Terre, envoyer des commandes qui commencent à faire des choses. Alors, dans le télescope spatial James Webb, il y avait un nombre de commandes tout à fait impressionnant, et sur toutes ces commandes, il y avait 300 commandes où si ça merdait, ça a tué tout le reste. Ça a arrêté tout le reste. On ne pouvait pas faire le reste. Plus exactement, ça bloquait le reste, au point que si le problème n'était pas résolu d'une façon ou d'une autre, la mission était foutue. Et donc il y a une sorte de réveil de la machine. Alors là, c'est un réveil qui est sur commande, où on est là en train de rallumer, mais c'est un peu l'équivalent de je suis un humain dans mon vaisseau, je suis en stase, en ce qu'on veut, et puis il y a un programme automatique avec une horloge qui dit bip, c'est bon, là maintenant on va réveiller les gars, donc qu'est-ce qu'on fait ? On réchauffe, on fait je sais pas quoi. Et donc il faut que ça se passe bien, quoi. Il faut que ça se passe bien, il faut que chaque élément, les uns après les autres, s'enchaîne, et ça peut être un si grand nombre d'opérations
opérations successives, qu'il faut qu'elles toutes se passent bien pour que le réveil soit au point. Et donc voilà, ça m'évoque un peu ces questions qu'ont très concrètement les ingénieurs qui travaillent sur ces missions spatiales, où quand il y a une sonde qui est partie, c'est arrivé sur la sonde qui a visité la comète Churyumov-Gerasimenko, la sonde Rosetta, où le petit module, vous vous rappelez du petit module Philae qui est descendu, il devait se poser, il devait arriver, se descendre très doucement à la surface de la comète, et puis une fois qu'il est arrivé sur la comète, la gravité est si faible qu'il y avait une chance qu'il rebondisse et qu'il reparte. Et pour ça, il devait avoir des systèmes de crampons qui tirent avec des explosifs, qui sont restés à l'état d'explosifs non allumés pendant 10 ans dans l'espace, et il fallait qu'au moment où on envoie la commande, fait péter le truc, ça se déclenche. Ça ne s'est pas déclenché. Alors Philae, il a fait boum, il a dit et puis boum, il est tombé dans un coin de la comète, et puis voilà. Il s'est quand même posé, mais ce n'était pas comme prévu. Donc voilà, ça pose aussi cette question-là de tout le process de réveil qui peut être très long et de façon justifiée, long et précautionneux, parce que la moindre opération manquante met en danger toute la suite du processus. Une extrême complexité quand même des choses et de l'affaire. Moi, je voulais revenir sur le lien entre les passagers et le vaisseau, en tout cas leur vision même du vaisseau. Romain a commencé à en parler. Chez vous, le vaisseau s'appelle Gilgamesh, c'est pas anodin non plus. Le deuxième s'appelle Légéen dans un autre roman. Quels sont vos rapports entre vos personnages et le vaisseau ? Une divinité, quelque chose qu'on symbolise ou qu'on anthropomorphise? Comment est-ce qu'ils font? So in the children's series, there's no actual AI. The ship has a computer, and the computer is very sophisticated, but it doesn't have a presence. So I think instead of the ship being a god, you get, in that case, a lot of problems with the crew basically sort of taking over as sort of god kings of the ship. And indeed, I think at one point in the book, the captain of the ship decides he's going to basically upload his mind into the ship and become the ship, and then that will be this sort of eternal sort of divine kingdom that he will have rulership and ownership over, and that goes about as well as you would expect. We are very good as a species at giving sort of personalities to objects that don't have it. I think certainly if you have, in a proper generation ship, I think you would have this very peculiar relationship between the people living on the ship and the ship itself, especially given that a lot of them in a generation ship, a lot of those people are probably not crew in the sense of they have an intimate relationship with the mechanical workings. They're just living there. And I mean, we just developing socially on a planet, we've come up with a lot of very weird beliefs. And if you've got something like a ship which can go wrong in a lot of much more obvious ways, and if you've had those few generations where you're sort of isolated from that initial launch of the mission, you would start to develop a lot of very weird beliefs and superstitions, I think. I mean, one of the things I wanted to pick up, the idea, if you had your generational population working like, say, a monastic community, where you do have that idea of, well, everything kind of just keeps going round and round and round, that might actually work rather well. Un monastère, c'est un vaisseau générationnel sans reproduction, quelque part. Pas d'idée de progrès. Et il faut qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur pour renouveler les générations dans le monastère. Donc il y a un extérieur dans un monastère qui permet de son renouvellement. Dans le vaisseau, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un extérieur, mais vers lequel on ne peut pas aller. Il n'y a rien qui en vient, à part des ennuis éventuellement, des particules de haute énergie, Dieu sait quoi, des collisions qui peuvent se produire avec des objets extérieurs. Mais voilà, il n'y a pas d'extérieur. Je disais aussi, je faisais la remarque à Romain, en parlant de la relation avec le vaisseau, ça m'a remis en mémoire que dans Alien, dans le premier Alien, le vaisseau de transport, c'est un vaisseau où les personnages sont pareils, en stase, en cryogénie, enfin ils dorment, ils sont réveillés parce qu'il y a ce signal de détresse,
Et la relation avec le vaisseau, elle est claire. L'intelligence artificielle s'appelle mother, s'appelle maman. Et donc il y a une relation. Mais ça peut peut-être évoquer aussi. Il y a des peuples qui considèrent la terre-mère, enfin Pachamama, ou enfin qui a une relation avec notre environnement en général. Enfin eux, il n'y a pas d'environnement. Il n'y a pas nous et l'environnement. Il y a le monde. Et il y a ce monde supérieur. Alors ça pourrait être Gaïa ou l'hypothèse Gaïa, ou ça pourrait être la Pachamama ou je ne sais quoi, d'envisager notre planète comme une structure supérieure dont lesquelles nous sommes que des éléments grouillants à la surface. Romain ? Mais en tout cas, dans pas mal de romans de science-fiction et notamment de space opéra, le meilleur personnage du roman, c'est le vaisseau spatial. Voilà. Et donc, il a un rôle de méchant, ça c'est le cas chez Peter Watts. Il peut avoir un rôle de protecteur, mais globalement, qu'il soit d'ailleurs doté d'intelligence, de conscience ou pas, que ce soit une intelligence artificielle ou pas, clairement, le vaisseau spatial, la pratique d'écriture, elle amène quasiment à considérer le vaisseau spatial, voire à complètement considérer le vaisseau spatial comme un personnage de l'histoire et comme un des personnages les plus intéressants. Alors moi, je décris beaucoup des personnages totalement non humains, que ce soit des vaisseaux spatiaux géants dans l'Asium ou des étoiles à neutrons dotées de conscience dans La Nuit du Faune. Mais les vaisseaux spatiaux, comme comme chez Banks aussi, les vaisseaux spatiaux font partie dans le bestiaire des trucs et astuces des écrivains de science-fiction, sont un élément important, non pas simplement parce qu'ils sont un décor ou un outil ou etc. comme dans les mauvais films de science-fiction, comme dans Star Wars, mais parce que c'est des personnages. Ouais, parfois même des hybridations entre la chair animale et les vaisseaux techniques. Oui. C'est les animaux-villes de bordage, exactement. Duniac et Heyerdahl. Voilà. C'est des vaisseaux vivants qui sont des êtres à part entière et qui nous font la grâce de nous transporter d'un lieu à un autre parce qu'ils en ont la capacité, mais qui sont en fait des êtres vivants tout à fait en dehors de notre compréhension, tant leurs différences, ils sont différents de nous, quoi. Je fais une incise technique. Dans les calculs, est-ce qu'on est capable d'imaginer un vaisseau intergénérationnel sur plusieurs milliers d'années sans qu'il y ait un moment, il y a un caillou qui passe Alors, dans le milieu interstellaire, il n'y a pas tant de cailloux que ça, c'est essentiellement vide, mais si le vaisseau se déplace à une vitesse même qui a l'air faible par rapport à celle de la lumière, ça veut dire que dans le référentiel du vaisseau, comme on dit, on a là une pluie de matière qui tombe sur ce vaisseau dans un milieu qui est essentiellement vide, mais qui peut contenir, bien entendu, des atomes et des molécules interstellaires. Donc ça fait des particules de haute énergie qui pleuvent sur le vaisseau, mais si le vaisseau a une coque assez épaisse, essentiellement, il va les absorber. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de problème particulier. Donc effectivement, le risque le plus grand, c'est alors quand on quitte ou quand on rentre dans un système interplanétaire, alors là, il y a tout un tas de poussières, de débris, d'astéroïdes. Alors là, c'est un risque plus grand. On arrive en général à vitesse moins grande, parce que précisément, on est en train soit d'accélérer pour en sortir, soit de décélérer pour y arriver. Donc on y rentre à des vitesses moins grandes, mais là aussi, ça pose des questions. Mais à la limite, si le vaisseau est très grand, quand on a un vaisseau de 40 km de long, on peut mettre une coque de, disons, 100 mètres d'épaisseur pour commencer à discuter. Et bon, essentiellement, ça devrait faire l'affaire pour la plupart des collisions typiques. Et puis ensuite, il faut s'arranger quand même pour s'assurer qu'on ne va pas taper dans un gros machin qui vous arrive dessus. Mais c'est pas vraiment un problème. Il faut y penser, mais c'est pas un grave problème. C'est beaucoup plus grave pour un vaisseau pas générationnel pour le coup, mais par exemple pour aller de la Terre à Mars, où là, les particules de haute énergie du vent solaire, les collisions avec des micrométéorites, ça peut être gênant pour les humains qui sont dedans, parce que le vaisseau, il est beaucoup moins grand, les épaisseurs sont beaucoup moins grandes, et donc là, effectivement, ça peut poser un souci plus important. Ouais, le danger est vraiment à l'intérieur, quoi. Le danger vient de l'intérieur. Toujours. Adriane, est-ce que votre vision des vaisseaux aussi grands qui se baladent dans l'espace a évolué au fur et à mesure des années? Dans Étoiles du Temps, c'est 2016. Vous avez continué à écrire. Est-ce que votre vision a changé là-dessus? Yeah, I mean, I'm always trying to do something different with each book. So I think for example, in Alien Clay, book I had out this year, I've decided, well, what if we did interstellar travel, but we did it really cheap and nasty?
So in that case, the people being shipped are convicts, and so no one really cares much about them. And the process is that they basically get desiccated. So not even frozen, but just literally dried out. And it's a process where about 1 in 5 people don't survive being rehydrated. But nobody cares because they're convicts and they're basically being sent to a labor camp on another planet. But also, there are a number of other solutions to the time and the space of this sort of journey. We know right now on Earth, a lot of billionaires are putting an awful lot of money into anti-aging. And one of the side effects of that is if we are able to halt human aging, of course, you don't need a generation ship. You can have a ship where the crew is the same crew start to finish over however many hundreds of thousands of years. And that obviously has its own enormous set of social and psychological problems, but it's a very different sort of paradigm to the difficulties you have generation to generation. And the other one is uploading, which mentioned briefly. The idea, well, if uploading turns out to be possible, and it seems to be a bit iffy about whether it ever will be, then you can just have human minds as data on a journey as long as you want, and that's much, much more technically supportable than actual human bodies, frozen or active. And then potentially you can upload into whatever body you need when you get to your destination. So yes, there are lots of sort of unexplored permutations of this sort of this setup that you can write about. Roland? Je disais, ça m'évoquait encore Diaspora, l'idée que des humains puissent télécharger leur cerveau dans la machine, quoi, finalement. Donc là, mais ça pose le même problème. Il faut que la machine fonctionne, il faut qu'il n'y ait pas de glitch avec ces particules de haute énergie qui viendraient modifier l'état interne de la machine. Enfin, ça pose un autre type de problème technique. Cette fois-ci, c'est de la matière inerte, disons, avec quand même une conscience dans la machine, ce qui reste à définir. Mais c'est les mêmes problèmes, disons, techniques qu'un corps humain, un corps vivant, qu'il faut maintenir fonctionnel pendant une très longue période de temps, en dépit des conditions extérieures qui sont adverses à son propre fonctionnement. Donc ça transpose la question sur un autre support. Ça ne la résout pas vraiment non plus, parce qu'il faut que la machine dans laquelle sont les cerveaux humains downloadés soit fonctionnelle pendant toute la partie du voyage, quoi. Il vaut mieux des intelligences artificielles de Oui, des IA. Enfin, de toute façon, il y a toujours un plot twist. Enfin, c'est normal, évidemment. Ouais. C'est de la science-fiction, ça n'est là pour ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de réaliser que finalement, c'est pas si différent que ça. C'est différent et pas si différent par certains aspects. On arrive presque au bout. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos invités? Ouais, j'en vois une là-bas. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade. Oui, il est là. Bonjour. Déjà, merci pour ce débat. Moi, j'ai lu vos livres et j'ai passé un très bon moment, donc je recommande à tout le monde de les lire. J'ai une question sur dans quoi les vaisseaux générationnels ne sont pas un bon moyen, en fait, pour faire des expériences de dilemme éthique. Par exemple... dans votre, et aussi sur qu'est-ce qui fait, vous parliez de pouvoir démiurgique de l'humain. En fait, dans vos 2 livres, il y a la question de qu'est-ce que l'humain peut créer même quand il n'est plus là ou qu'il dépasse. Dans l'Atium, il crée qu'est-ce que c'est que ces lois de la robotique, qu'est-ce qu'elles veulent dire quand il n'y a plus d'humains. Et puis il y a aussi quelques créatures qui apparaissent à la suite dans le livre. Dans Children of Time, il n'y a pas que des humains perdus dans un vaisseau, il y a aussi quelques araignées qui construisent quelque chose, avec une humain qui est aussi, ou ce qu'il en reste, qui est toute seule dans un petit vaisseau qui tourne autour d'une planète. Donc, quand vous avez écrit, qu'est-ce que vous vous êtes dit je voudrais que ce vaisseau générationnel soit l'occasion de se poser cette question éthique et de trouver 2-3 pistes de réflexion. Merci. Alors, qui veut commencer à répondre? Adrienne? Yes. This is something we've been saying. This is what science fiction can do. That I think no other genre really can. Is you get to run those thought experiments, and you can set the parameters as narrow or as wide as you like. And I think every
every science fiction book that's dealing with this kind of situation is looking at another angle of the problem and looking at another angle of the human condition and how far you can stretch things before what you've got left isn't human anymore. Or spiders, for that matter. Il y a un vieux thème de la science-fiction que moi j'explore beaucoup, je ne suis vraiment pas le seul. Je parlais de la planète des singes tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui se passe après, vous voyez, qu'est-ce qui se passe après la civilisation, qu'est-ce qui se passe après l'humanité, et ça reflète le fait qu'on est depuis longtemps, enfin, ou peut-être depuis toujours, dans des civilisations qui passent leur temps à se poser la question de comment les civilisations disparaissent. Je pense depuis toujours en fait. Au moins depuis l'Empire romain, ça c'est au moins c'est tracé. Et moi c'est un de mes sujets, et donc c'est un truc que je mets en scène dans la SUAM. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà. C'est quoi l'après de l'humain? Et c'est quoi l'après de l'humain? Et ainsi de suite. Et d'une certaine manière, ce récit-là, il nous dit des choses sur ce que sont nos sociétés ou ce qu'est l'humanité. Et classiquement, et je reprends complètement voilà, le propos, hein, c'est ça le job de la science-fiction, hein, fondamentalement, c'est de créer des expériences de pensée ou de créer des boîtes dans des conditions complètement impossibles qui révèlent quelque chose. La science-fiction, en fait, ça parle pas mon point de vue, hein, mais ça parle pas du futur, c'est pas de la prospective, c'est des dispositifs narratifs qui vous permettent de tout d'un coup de voir clairement des choses que vous voyez pas parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, parce que tout le monde sait que voilà, il y a le progrès, parce que la gravité ça va comme ça, parce que l'eau ça mouille, etc. Vous changez tout d'un coup des paramètres, voilà, et des choses qui sont tellement sues qu'elles ne sont pas vues, voilà, deviennent visibles. Voilà. Et notamment la question de l'après, la question de l'après l'humanité. Après l'humanité au sens biologique du terme, moi j'invente effectivement je reprends un truc de Simac, hein, Demain les chiens, voilà. Ça fonctionne comme un révélateur. Et en effet, du coup, voilà, le vaisseau générationnel, c'est une boîte, il y en a d'autres, mais c'est une boîte de pétri dans laquelle vous pouvez faire des expériences éthiques, sociales, etc. Et moi je pense que la principale valeur narrative du vaisseau générationnel, justement, c'est de pouvoir faire ça. Voilà, plus que, d'une certaine manière, paradoxalement, plus que l'exploration spatiale elle-même, qui est effectivement importante, mais qui est, voilà, si à un moment donné vous lisez un bouquin de science-fiction et que ça vous attrape aux tripes, c'est bien que ça a touché quelque chose qui fondamentalement vous concerne. Et ce qui vous concerne, en réalité, c'est pas le voyage spatial. Ce qui vous concerne, c'est la société dans laquelle vous vivez. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, j'ai une main qui se lève. Oh oui, bah là aussi. Oui. Très bien. Bonjour, merci beaucoup pour ce débat. La question que je me posais justement, c'est sur les générations dans le vaisseau, vu qu'on est sur des vaisseaux générationnels, c'est la perte de liberté reproductive de ces générations qui font l'entre-deux. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez, vous, dans vos romans? Je ne sais pas s'il y a des romans qui abordent spécifiquement cette question-là et toute l'organisation de la société qui va avec, parce que forcément tout le monde a ce rôle reproductif dont on ne peut pas s'échapper finalement, parce que sinon ça ne sert à rien. Qui veut répondre? Non, Romain et puis oui, Adrien, allez-y. Moi ça me fait penser à... Il y a des trucs là-dessus, par exemple chez Robinson, il y a un roman qui traite de vaisseaux générationnels qui est Aurora, donc là il y a plein de trucs là-dessus. Ouais, voilà, souvent la question de la naissance et de la biologie et de la reproduction et pas traité frontalement dans les descriptions classiques. Voilà, il y a des romans sur des vaisseaux générationnels depuis 1925, donc il y en a vraiment beaucoup. Donc je ne peux pas vous garantir que je les ai tous lus, mais c'est pas traité de front pour plein de raisons. Par contre, l'organisation sociale est extrêmement travaillée. Voilà. Et donc, vous avez toutes sortes de solutions. Alors, la science-fiction, ça vous propose des éventails de solutions. En voilà, tout le système reproductif humain et tout le système social ont été mis en carafe, mis en boîte, et puis il y a un contrôle étroit par une intelligence artificielle divine, ou par un ordre social tyrannique et mauvais, ou c'est un univers libertaire et très sympathique. Enfin, toutes les solutions existent, et c'est là que la dimension de boîte de pétri est très, très explicite, quoi. Adrian. Yes, so in Children of Time, once you've got enough people woken up on this ship, which isn't really equipped to have a population on it, you've got the problem, yes, you can't all have children because there just isn't the capacity on the ship to support an expanding population. So what the solution they find there is you get the embryos frozen so that your children can theoretically live
at a point in the future where the capacity exists, and that's the best they can do to square that circle. But in any, I mean, one of the things we haven't mentioned about the idea of a generation ship is we have not, to my knowledge, been able to get a biosphere working on Earth that is completely sealed away. We haven't balanced all of the many competing factors that you would require to get absolutely stable and remain stable for hundreds, even thousands of years. That in itself, even on Earth, when you've got a lot of other things going for you, if you can imagine in a spaceship, you would have to control aspect of people's lives in a profoundly unpleasant way. And reproduction is absolutely one of those, because the population of the ship would have to be extremely carefully controlled. You couldn't cope with uncontrolled decline or expansion. Alors, est-ce qu'on a une question? Le micro se balade. C'était à gauche pour nous, ce sera à droite. Merci beaucoup pour votre intervention. Robert Heinlein, dans ses Histoires du futur, il décrit dans une des nouvelles un vaisseau intergénérationnel et les occupants finissent par oublier le but du voyage. Et il considère que le journal de bord du capitaine devient un objet un peu biblique. Est-ce que vous avez observé dans votre développement des vaisseaux générationnels cette notion d'exploration intérieure, de philosophie, de théologie aussi? Qui veut attaquer pour la réponse? Romain, c'est au cœur. Ouais. Enfin, l'artefact vaisseau spatial, c'est-à-dire bout d'humanité isolé dans l'espace, c'est un cadre extrêmement propice à la génération de récits politico-théologiques, quoi. Et du coup, je ne vais pas faire référence à un roman, mais à une série qui est Battlestar Galactica. Et quand vous regardez la série, moi ça m'arrive de temps en temps, je prends des séries de science-fiction et je revois tous les épisodes pour me faire une vue panoptique. Ça prend du temps, mais c'est un incroyable concentré. Alors c'est pas complètement un vaisseau générationnel parce que ça se passe sur un temps trop court, mais globalement vous avez les ingrédients, c'est-à-dire une population importante, plusieurs vaisseaux spatiaux, ils se déplacent, ils n'ont pas vraiment d'espoir de s'arrêter quelque part, voilà. Et puis ils se font pourchasser on s'en fout, par des robots. Et le nerf de l'histoire, c'est que ça explore toutes sortes de combinatoires de la science politique et de la théologie. Et donc c'est en fait une série extrêmement politique. Et le cœur de l'intrigue, au-delà des escarmouches avec les Cylons, merci beaucoup, les Cylons, les toasters comme ils disent, les robots méchants, c'est une série de questions, pouvoir militaire contre pouvoir civil, pouvoir théologique contre pouvoir de la rationalité scientifique, mysticisme contre rationalité instrumentale scientifique, etc., etc. Et donc, dans ce paramétrage-là, évidemment, vous avez une espèce de génération folle. Vous pouvez produire des machines à générer les théories théologiques, religieuses, les plus folles. Et ça fait vraiment partie du jeu. C'est ça qui est intéressant. Parce que ça vous montre, et vous voyez, cette idée que vous citez, effectivement, de personnages qui ont oublié le but premier, c'est une manière de vous montrer le temps. C'est une manière de vous montrer le gigantisme de la déformation temporelle dont on est en train de parler. Voilà. Et donc, de créer effectivement des effets sociaux, des effets politiques, des effets théologiques qui sont plus compliqués à reproduire ailleurs. Roland? Il y a une autre version du plot twist, les gars partent, les gars et les filles, il faut qu'il y ait de la reproduction et qu'ils partent, ils arrivent, ils n'ont plus envie de descendre, ou ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Il y a la version aussi, ils partent, ça prend très longtemps,
mais sur Terre, ça continue à bosser, et ils font des vaisseaux 10 fois plus rapides, 100 fois plus rapides, qui n'ont pas besoin de vaisseaux de génération. Ils arrivent, et ils sont déjà là, ces cons-là. Qu'est-ce qu'ils c'est, ces gens? En fait, c'est eux qui nous ont doublés, et nous, on s'est pris le chou pendant 8 générations à galérer, et ils sont déjà là. Donc c'est ça, ce genre de plot twist. Alors ça fait quelque chose comme une histoire à chute, enfin comme un plot twist, et c'est amusant aussi de réaliser ça, que finalement, des fois, on fait des paris des paris techniques, et peut-être on va faire mieux, mais peut-être non. C'est dans cette histoire du progrès. Et est-ce qu'on doit compter sur notre progrès technique avant de lancer? On lance un vaisseau génération, ou on attend un siècle d'avoir développé la technique pour aller plus vite, ou est-ce que même il faut lancer un vaisseau génération, ce qui en soi déjà est un problème éthique finalement, parce qu'on met des gens dedans dont on sait qu'ils n'arriveront pas à l'objectif, et il y a des gens qui vont naître qui n'y arriveront pas, et puis il y a les longues générations au bout qui y arriveront, et qu'est-ce qui va leur arriver à eux, qu'est-ce qui va se produire pour eux. Donc voilà, ça pose aussi des questions sur est-ce qu'il faut lancer vraiment ces projets au prétexte qu'on peut les faire? Imaginons qu'on sache faire une génération, ou un voyage rapide interplanétaire ou stellaire, ou est-ce qu'il faut y renoncer parce qu'en envisageant les conséquences grâce à la fiction par exemple, grâce à la mise en jeu, à la simulation de ce monde qui se produirait si on avait cet objet technique-là, est-ce qu'il ne faut pas renoncer à cet objet technique pour des raisons finalement éthiques, pratiques, environnementales, plutôt que de se lancer dans ce grand bazar? Donc c'est intéressant aussi de le voir, l'objet technique vaisseau génération, qui est réalisé dans certaines œuvres, et te dire, si on savait faire ça, est-ce qu'il faudrait le faire? Voilà. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup à nos 3 invités que vous allez pouvoir retrouver tout de suite en dédicace.